Moi, je ne suis pas du tout opposé à l'expérimentation en milieu fermé. Hein. Bon, là, Simplement, si vous voulez, je crois qu'à l'heure actuelle, on est dans une telle... Les questions qui sont posées à l'humanité avec les différents dérèglements écologiques qui sont posés montrent que ce n'est pas à l'échelle du gène qu'on va résoudre les problèmes. Donc, je crois que si on doit faire de la recherche, je pense que la recherche doit, disons, se faire maintenant de plus en plus, et il faudra en faire vers des méthodes que j'appellerais volontiers agroécologiques, intelligentes. C'est ce que j'avais défini, moi, je définis l'agronomie comme l'art et la science de faire gratuitement, et tout le problème c'est celui de la gratuité, par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels qui sont de plus en plus ruineux sur le plan écologique, sur le plan même strictement financier, sur le plan humain, sur le plan etc. On voit bien cet état de délabrement dans lequel l'agriculture, l'agronomie moderne et l'alimentation moderne se trouvent. Donc il faudra bien en sortir, ne serait-ce que parce que cette agriculture moderne est une agriculture qui est à base de transformation de céréales en viande, avec tous les problèmes qui sont liés. Vous savez qu'à l'heure actuelle, un travail qui a été fait par la FAO, qui a été publié au mois de novembre dernier, montre, si vous voulez, que si vous voulez travailler sérieusement à réduire l'effet de serre, il vaut mieux limiter votre consommation en viande, supprimer un beefsteak que supprimer la voiture. Les vaches et les animaux produisent des quantités absolument massives de méthane. Et c'est conséquent. Mais ça, c'est pour des raisons que j'explique pourquoi est-ce qu'on est rentré dans cette agriculture consistant à transformer les céréales en viande, et c'est une agriculture complètement idiote. Bon, c'est un autre problème. Bon, vous pouvez trouver, si vous lisez, j'ai fait un article où j'en parle dans une interview dans la revue Terre Sauvage, c'est ça hein dans la revue Terre Sauvage qui est du mois de mars. Et vous avez une explication, disons, des raisons de cette évolution de cette agriculture vers la transformation en viande. Donc, face à ces problèmes-là, c'est faire une agriculture qui permette de séquestrer le carbone, qui permette de produire, parce que l'agriculteur ne produit pas seulement des aliments, il produit aussi de l'eau, on l'oublie trop souvent, au point que maintenant, certaines sources comme Evian payent les agriculteurs dans le bassin capteur pour, disons, travailler en bio. Et qu'il y a même des villes qui, sur les zones de captage, demandent aux agriculteurs de travailler en bio. L'agriculteur ne produit pas seulement de la nourriture. Il produit du sol, il produit de la fertilité, il produit... Normalement, un agriculteur devrait produire ça, mais ça, il ne le produit plus maintenant. Donc vous voyez bien que, à mon avis, tout le schéma agricole dans lequel on est rentré depuis la guerre, depuis la dernière guerre mondiale, est un schéma maintenant qui montre ses insuffisances, qui montre qu'il faut en changer, et qu'il faut en changer aussi rapidement que possible. Et ce n'est pas en faisant de la biologie moléculaire et des choses comme ça qu'on résoudra ce genre de problème, non. Alors, un dernier exemple pour vous montrer pourquoi on ne le fait pas, ce qu'il faudrait faire et pourquoi on ne le fait pas. Vous allez le comprendre tout de suite. C'est mon exemple favori, c'est le travail de Floriane Koechlin du Bloem Institute à Berne. Et donc, elle a fait un petit film qui s'appelle L'agriculture bio en Afrique et un succès africain. Bon. En gros, un centre de recherche dans les années 80 s'est mis en place au Kenya, l'ICIP, Centre de recherche sur la physiologie des insectes et l'écologie. Et le premier travail auquel cette ICIP a été confronté a été celui du maïs, le maïs qui est attaqué là-bas par une pyrale d'origine asiatique, donc c'est un insecte foreur, et deuxièmement, qui est parasité par une plante qu'on appelle la striga, qui fait de très jolies fleurs violettes. Et on avait essayé les méthodes cow-boy idiotes de l'agriculture moderne, c'est-à-dire les pesticides, les insecticides et les herbicides pour résoudre les problèmes. Je vois quelque chose, je sors mon flingue, je tire. Ouais, à peu près le niveau de réflexion intellectuelle, si vous voulez, de l'agriculture dans lequel on est à l'heure actuelle. C'est le degré zéro de la réflexion écologique ou de la réflexion biologique, je dirais, tout simplement. Bref. Donc l'ICIP a mis au point une technique. Alors je dois le dire, ça c'est très intéressant sur le point de vue de la méthode. Ils ont étudié plus de entre 300 et 350 associations de plantes pratiquées par les agriculteurs de l'Afrique de l'Est. Et ils en ont retenu une, qui consiste à cultiver en même temps que le maïs, semer en même temps que le maïs, une légumineuse qui s'appelle Desmodium, qui est utilisée en homéopathie aussi, c'est le genre Desmodium. Desmodium a 4 conséquences. La culture de semer en même temps. Desmodium a une odeur désagréable pour le papillon de la pyrale qui a tendance à sortir du champ de maïs et qui sort d'autant plus facilement du champ de maïs pour aller pondre ses œufs ailleurs que vous avez pris la précaution d'entourer le champ de maïs
d'une plante qui s'appelle l'herbe à éléphant, Pennisetum purpureum. Cette plante à éléphant est très attractive pour le papillon du maïs, qui va pondre ses œufs donc, sur Pennisetum, sur l'herbe à éléphant. Et après les premiers stades de développement, donc là, les feuilles sont un petit peu bouffées, la chenille va rentrer à l'intérieur des tiges, et là, la plupart des chenilles sont contrôlées sont tuées par le mucilage que produit Pennisetum purpureum, qui est une très bonne graminée fourragère, l'herbe à éléphant, soudain de grasse en anglais. Donc, vous contrôlez la pyrale de cette façon. Deuxièmement, en présence de Desmodium, l'astriga ne pousse pas. Peut-être parce qu'il y a tout simplement inhibition de la germination des graines de striga. Donc vous vous débarrassez du parasitisme de l'astriga de cette façon-là. Troisièmement, vous réalisez le rêve de tout agronome. Vous avez, disons, cultivé une graminée qui est friande en azote avec une plante, Desmodium légumineuse, qui fixe l'azote de l'air et qui le fournit, disons, gratuitement et qui le fournit, disons, de façon organique, de façon tout à fait assimilable, directement assimilable par le maïs. Et enfin, vous protégez les sols avec une plante de couverture, Desmodium, qui protège des sols relativement fragiles dans cette partie de l'Afrique, hein, du soleil et de l'érosion pluviale. Donc, voyez-vous, voici une technique qui assure aux paysans des récoltes fiables, sans acheter ni engrais, ni herbicides, ni insecticides. C'est catastrophique. Parce que le bien-être des paysans augmente sans que le PIB ni les profits augmentent en même temps. Et donc on voit bien que là, le problème du développement d'une véritable agroécologie, en particulier en France, mais je pense, disons, dans une très grande partie du monde, tient évidemment à cet aspect-là. Cet aspect que la mise au point et l'utilisation de techniques de la gratuité est quelque chose qui est totalement opposé, en effet, à un système marchand. Parce que moi, je suis obligé d'aller assez vite parce que, imaginez-vous que dans notre belle France très moderne, eh bien, à partir de 8h12, il n'y a plus de train pour Marseille. Hein? Entre deux très grandes villes distantes de 300 km, ben, il n'y a plus de train à partir de 8h10. C'est pour éviter que la mafia roule la nuit. Bien, je me présente, Dominique Guillet, je suis responsable de l'association Cocopelli. Mais avant de vous parler de notre travail, je vais vous exprimer quelques états d'âme, surtout pour rebondir sur ce dont parlait Jean-Pierre avec ses histoires de cow-boys. On est en train, en ce moment, de lancer un nouveau site internet qu'on appelle libertaire.fr. Libertaire, c'est un jeu de mots, libérer la terre, libertaire. Pour donner la parole à des chercheurs dissidents. Donc hier, j'étais en train de préparer la page d'accueil. Et je veux ce site comme étant un site de résistance à quoi? À la civilisation occidentale, carrément. Et j'essayais de réfléchir un peu sur les étymologies. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle occidentaux? C'est parce que le soleil se couche à l'ouest. C'est parce que du temps d'une certaine papauté, les gens qui disaient que la planète était ronde étaient brûlés sur le bûcher, puisque la Terre était plate. Comme la Terre était plate, ici c'était l'ouest. À partir du moment où la Terre est ronde, vous imaginez bien que l'ouest est toujours à l'ouest de l'est. Et qu'un pays qui est à l'ouest est toujours un pays qui est à l'ouest d'un autre pays. On est bien d'accord. Bref, c'est pour ça qu'on s'appelle Occident. Mais en latin, occidere veut dire tomber, tuer, faire périr, vous voyez. Donc déjà, l'étymologie de notre société, ou ce qu'on appelle une civilisation occidentale, veut dire padaboum, cow-boy, tuer. Très intéressant. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, pour reparler d'agriculture, on est obsédé par le cide. Pesticides, herbicides, bactéricides, infanticides, génocides, déicides même, 20 siècles en arrière, et c'était le début d'une théologie qu'on pourrait appeler une théologie de l'annihilation. Mais quand on dit pesticide, cide, c'est exactement la même racine en latin qu'edere, qui veut dire faire tomber, tuer, vous voyez, faire périr en fait. Donc, au niveau étymologie, tout ça est très très intéressant, parce que Jean-Pierre tout à l'heure parlait de philosophie. On n'a pas trop le temps de discuter de tout ça.